par Madame Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues. Demande du groupe Les Indépendants, République et Territoires. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin, auteure de la proposition de loi. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 30 juillet 1953, le Congrès des États-Unis adoptait le Small Business Act. Il s'agissait pour l'administration Eisenhower, nouvellement installée, d'affirmer une priorité politique forte, placer les petites et moyennes entreprises au cœur du modèle de développement économique et social. Cette initiative a surtout fait de la commande publique un levier d'action stratégique au service de la souveraineté nationale. Depuis, les États-Unis n'ont raté aucun virage technologique. Et pour cause, la loi 4 de 1953 a déployé ses pleins effets sur le temps long. Encore aujourd'hui, l'avance américaine repose pour large part sur la robustesse de son tissu de PME et de TI. Idem en Allemagne, où l'excellence industrielle tient bien plus au savoir-faire technique du Mittelstand qu'aux performances financières des grands groupes. En France, la politique économique n'a jamais mis ce tissu d'entreprise au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi nous n'avons pas su développer, au plan industriel, grâce à un financement à la juste hauteur, toutes les innovations que notre recherche fondamentale a su révéler au plan scientifique. Là se trouvent, je pense, nombre des raisons de notre décrochage. La crise sanitaire aura moins eu le mérite, si l'on peut dire, de remiser, espérons-le, quelques idées fausses qui avaient la vie dure. Je pense ici à la lubie de cette France sans usine, répétée ad nauseam au cours des dernières décennies, une petite musique qui nous intimait que le pays serait plus fort dans la mondialisation s'il se privait de son appareil de production. Que de temps perdu, que d'innovations manquées, que de virages technologiques ratés à cause de cette doxa. Nos difficultés à produire des masques, puis notre incapacité à élaborer un vaccin, nous ont définitivement convaincus du contraire. C'est heureux, si je puis dire, mais ce n'est pas suffisant. La nécessité de réindustrialiser notre pays fait désormais consensus. Il en va de notre souveraineté nationale. Le gouvernement a bien pris la mesure de ces enjeux. Une part importante du plan de relance concourt d'ailleurs à cet objectif, notamment la baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros par an. Le plan de sauvetage de l'économie, lui, mis en œuvre dès le début de crise, visait déjà la préservation du tissu de nos entreprises. Notre groupe Les Indépendants a soutenu cette approche. Sans entreprise, point de reprise. C'était la bonne chose à faire. Mais ce faisant, nous avons créé un paradoxe économique sans précédent, lequel, avec le recul, apparaît flagrant. D'une part, nos finances publiques n'ont jamais été aussi dégradées qu'en 2020, avec une augmentation massive des dépenses, une diminution massive des recettes. Résultat, une hausse spectaculaire de notre endettement public, de 20 points de PIB en un an à peine. D'autre part, l'épargne privée aura bondi de 200 milliards d'euros d'ici fin 2021. En cause, la conjonction des mesures de restriction sanitaire et de soutien à l'économie, les premières ayant pesé sur la consommation des Français, les secondes ayant préservé leurs revenus. Autrement dit, jamais la dette publique n'a été si élevée, jamais l'épargne privée n'a été si élevée. Et face à ce paradoxe historique, nous devons éviter de percuter deux écueils. Le premier, c'est faire nôtre la maxime d'Henri Queuille, « n'est pas un problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre », ce serait ne rien faire. De nombreuses raisons pourraient nous y inciter. Craindre que le risque de l'action ne soit supérieur à celui de l'inaction. Continuer à croire que les acteurs déjà en place font très bien leur travail et qu'il serait malvenu de remettre en cause l'équilibre des choses. Enfin, c'est espérer que la vie d'avant finira par reprendre son cours et que tout continuera d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Le second écueil, c'est de croire que toutes les solutions aux problèmes seront incubées au 139 rue de Bercy à Paris. Nous voulons tous, au Sénat, que nos politiques économiques soient conçues à destination, mais aussi à partir de nos territoires. Mes chers collègues, j'ai cru utile d'en passer par cette longue introduction pour vous parler plus précisément de la proposition de loi que je porte à votre examen. Ce texte n'est pas un texte de circonstance. Il est le fruit d'une longue réflexion personnelle, nourrie d'expériences professionnelles en France, aux États-Unis, en Asie, et surtout d'échanges avec les vrais faiseurs du terrain. La crise actuelle nous oblige à repenser, et à repenser d'une façon peut-être plus holistique ce qui doit être notre futur économique. Face aux défis climatiques, les besoins d'investissement sont massifs pour accélérer la transition écologique, et le temps presse. Car l'inaction climatique coûte plus cher que la prise de mesures fortes, comme l'ont encore récemment confirmé dans une étude parue fin mars 738 économistes de l'Institute for Policy Integrity de l'Université de New York. Il nous faut redoubler d'efforts. Je vous propose donc de mobiliser l'épargne des Français vers des fonds souverains régionaux afin de stimuler à la fois la relance économique et la transition écologique en mode décentralisé. Ce dispositif comporte deux volets. D'une part, des ressources, d'autre part, des dépenses. Côté ressources, je vous propose d'instaurer un nouveau produit d'épargne réglementé sur le modèle du livret A. Ce livret de développement des territoires doit permettre à tous les Français qui le peuvent et qui le souhaitent de savoir que leur argent contribue à financer la réindustrialisation en stimulant les écosystèmes locaux et les emplois y afférents. Côté dépenses, je propose que ces fonds souverains constituent de nouvelles ressources d'investissement à disposition de chaque région qui en ferait la demande sur son territoire. Le mécanisme s'appuie donc sur des savoir-faire très connus et existants. D'une part, une collecte de l'épargne par le réseau bancaire qui pourra proposer un nouveau produit déplafonné et dont la rémunération dépendra de celle du livret A. D'autre part, des élus locaux qui utiliseront la commande publique pour stimuler écosystèmes d'innovation, faire émerger et consolider des verticales industrielles en développant des projets d'infrastructure et en déployant des solutions de transition écologique. Mais cette solution se fonde surtout sur une vision dynamique de la dépense publique qui stimule le cercle vertueux croissance-emploi. Cette vision s'oppose à une lecture trop comptable qui ne perçoit l'investissement que comme une dépense. Les débats en commission ont soulevé d'importantes questions techniques. Elles sont intéressantes et nous allons en débattre aujourd'hui. J'en profite pour remercier monsieur le rapporteur pour le temps qu'il a bien voulu consacrer à l'étude de ce texte. Je regrette simplement qu'il n'ait pas fait de propositions, arguant tantôt de vices de conception technique, tantôt du si fameux article 40. En tout état de cause, j'ai compris ce que vous ne vouliez pas, mais je n'ai toujours pas compris ce que vous vouliez. Mon collègue Emmanuel Capus vous présentera tout à l'heure plusieurs amendements qui vont répondre à certaines de vos légitimes craintes et qui visent à sécuriser ce dispositif et aussi à l'étendre dans son champ d'application. Je reviendrai simplement sur le principal argument que vous avez opposé au mécanisme proposé, à savoir un présumé manque d'intérêt pour les collectivités. Je rappelle que les régions qui recourraient au dispositif pourraient emprunter à taux garanti dans la limite du double du taux du livret A. Dans le contexte actuel de taux bas, le gouvernement a fait le choix de fixer ce taux du livret A au-dessus du marché à 0,5 %. Dans le dispositif que je propose, les régions pourraient donc emprunter à des taux inférieurs à 1 %. Or, nous dit-on, les régions se sont financées en 2020 pour leur crédit long terme à un taux moyen de 0,58 % et les autres collectivités, selon une moyenne globale de taux, à 0,56 %. Donc, dans le contexte actuel, point besoin de solutions alternatives, surtout pas à des taux garantis. Mais souvent, les taux varient, et bien folle et qui s'y fie, dirais-je. Selon votre propre source, monsieur le rapporteur, l'Observatoire de la dette des collectivités locales, les taux étaient en 2018 de 1,10 %, en 2014 de 2,40 %. Et le programme de stabilité présenté hier par le ministre Olivier Dussopt laisse entendre que Bercy envisage peut-être une remontée des taux. En outre, la question n'est pas tant de savoir si les régions ont accès pour financer leurs dépenses courantes à de l'argent pas cher. La question
c'est de déterminer si, pour des projets innovants d'infrastructure, les acteurs institutionnels en présence proposent des financements abordables, de la dette à taux raisonnable, pour rendre économiquement viables des projets gourmands en capitaux. Je pense par exemple aux infrastructures de transport hydrogène vert. C'est là que le bât blesse. Pour les dépenses massives et ou risquées, qui pourtant sont celles qui préparent le futur de notre pays. Je veux être claire, cette proposition de loi ne vise pas à apporter une solution conjoncturelle à un problème conjoncturel. Elle vise précisément à garantir aux collectivités une solution structurelle de financement. Je crois cet outil utile, notamment dans la perspective d'une possible remontée des taux dont nous voyons déjà les prémices sur les marchés. John Fitzgerald Kennedy, le successeur à la Maison-Blanche d'Eisenhower, que j'évoquais en préambule à mon propos, disait que le meilleur temps pour réparer sa toiture, c'est lorsque le soleil brille. Vous conviendrez avec moi, mes chers collègues, qu'il vaut mieux travailler à des solutions de financement lorsque les taux sont bas plutôt que lorsqu'ils sont hauts. C'est pourquoi je vous invite à adopter cette proposition de loi. Je crois que le Sénat aurait tort de la repousser en disant simplement « non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas », sans proposer d'alternative. Il va falloir conclure, chers collègues. Je conclus, Monsieur le Président. Une part de cet argent, de cette surépargne, doit financer les infrastructures. Il faut relever le double défi auquel on doit faire face, dette publique d'une part, dette climatique de l'autre. Investissons dans cette transition écologique pour inventer une croissance durable. Renonçons à l'impasse de l'inaction, mes chers collègues. Elle coûtera bien plus cher. Je vous remercie. Merci, chers